Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie et je suis Anne Gersar, votre hôte. Ce podcast porte un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, nous partons à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. On explore beaucoup de domaines, la musique, l'éducation, l'aéronautique, la restauration, mais aussi des sujets plus pointus, comme l'art de la prise de parole, les neurosciences et j'en passe. Pendant environ 1 heure, j'entre dans l'univers de mes invités pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est comme ça que je peux me démarquer dans la jungle des podcasts, mais aussi d'en parler autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux. Bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Legras, architecte d'intérieur à la Nouvelle-Orléans. En 2019, en pleine traversée du désert, j'avais contacté Valérie sur Instagram pour me renseigner sur son métier d'architecte d'intérieur. 1 an plus tard, quand j'ai eu l'idée du podcast, c'est naturellement que j'ai pensé à elle, tant elle m'avait marquée par sa personnalité et son énergie positive. Valérie est née à Épernay, en Champagne. Elle fait ses études à l'école Camando et devient architecte d'intérieur. Elle fonde sa famille et 2 de ses enfants développent une maladie génétique rare. Et là, toutes ses certitudes sur sa carrière professionnelle retombent et elle décide d'aller s'installer aux États-Unis. Mais Valérie a une force indéniable, celle de pouvoir se réinventer à tout moment. Elle devient mère au foyer pendant 10 ans pour s'occuper de ses enfants, s'improvise chef cuisinière avec succès et retrouve enfin sa passion première dans l'architecture d'intérieur. Avec Valérie, on a parlé de son choc culturel en arrivant aux États-Unis, de ses valeurs de travail et de résilience héritées de son père entrepreneur, du système éducatif français, du syndrome de l'imposteur, et j'en passe. Valérie est une femme hilarante, battante et vraie. J'ai passé un excellent moment avec elle, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Valérie Legras. Bonjour Valérie. Bonjour Anga. Je suis ravie de t'avoir sur Gatémerie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, ça fait très plaisir. Alors, ça fait 13 ans que tu es aux États-Unis, c'est ça, hein ? Oui, ça fait 13 ans. Tu es partie pour des raisons familiales. Tout a commencé avec ce reportage que tu as vu sur Canal+ de Jean-Pierre Papin. Canal+, l'émission décryptée. Voilà. Comme j'ai 4 enfants, j'avais pas franchement le temps de regarder la télévision et un soir j'étais toute seule et les enfants étaient couchés et je me dis super, je vais pouvoir regarder l'émission décryptée. J'allume la télévision, invité le footballeur Jean-Pierre Papin. Alors comme je suis pas une passionnée de football, j'étais quand même un petit peu déçue, je dois dire. et finalement c'était un heureux hasard, comme la vie en fait de temps en temps, puisqu'en fait il venait parler d'un institut aux États-Unis qui était spécialisé pour des enfants qui avaient des différences diverses et variées et qui avait une méthode tout à fait intéressante pour vraiment les aider dans leurs problèmes de santé ou les problèmes neurologiques ou des problèmes divers et variés. Et donc, puisque lui, en fait, il avait une de ses filles, il a 5 enfants, et une de ses filles avait une différence. Et donc, il venait vraiment faire la promotion et aussi parler de son association parce que, bien sûr, traiter ses enfants aux États-Unis, ça a des coûts. Et donc, pouvoir donner accès à des familles françaises, il avait monté une association pour vraiment les aider. Alors, en même temps, les coûts dont on parle, c'est pas des coûts d'hospitalisation, ce sont des coûts de consultation, puisqu'en fait, le programme qui était recommandé pour chaque enfant. Et donc, en fait, les familles viennent du monde entier, vraiment, viennent recevoir un programme très personnalisé pour son enfant et repart en France. Donc, en fait, on passe 1 semaine tous les 6 mois. Et donc, Jean-Pierre Papin avait vu des résultats tout à fait exceptionnels sur sa fille et venait faire la promotion. Et comme sur mes 4 enfants, j'en ai 2 qui ont développé une maladie génétique assez rare, dont un qui avait été plus touché, c'était vraiment ce qu'il fallait au bon moment. C'est ce dont j'ai besoin exactement
aujourd'hui, puisque mon fils grandit, et je sens qu'il y a des choses que je n'arrive pas à cerner et je trouve pas de réponse en France. Et encore une fois, il y a vraiment pas de pays parfait, mais il y a vraiment des approches qui sont différentes. Et donc, faut savoir regarder un petit peu tout ce qui s'offre à nous et prendre les options quand elles viennent. Et donc, j'ai contacté ces gens-là. Et puis finalement, j'ai commencé à faire des allers-retours. On a commencé à faire des allers-retours aux États-Unis. Et quand je suis arrivée, le premier rendez-vous, c'était vraiment à pleurer puisqu'il parlait des problèmes qu'on rencontrait. Il savait vraiment de quoi il parlait. Donc c'était vraiment, comme on dit, life-changing. Donc pendant des années, on a fait ces allers-retours 2 fois par an. On a rencontré des familles, des enfants extraordinaires. Et ça a été une très grande leçon parce que finalement, on n'est pas habitué à la différence. On n'est pas formé pour ça. On est formé aux standards. Donc, puis tout ce qui sort en dehors des standards, c'est toujours un petit peu, ça fait peur. Ouais. Donc, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et on l'a fait pendant plus de 3 ans. Et puis finalement, il s'est avéré que mon ancien mari, on s'est séparés depuis, a trouvé un job ici aux États-Unis, à Nouvelle-Orléans, et on a déménagé. Et c'est comme ça qu'on je suis venue m'installer de façon permanente aux États-Unis avec les enfants. Super. Et du coup, toi avant, tu étais architecte. Architecte d'intérieur. Parce que, attention, les architectes vont pas être contents si tu dis que je suis une architecte. Donc, avant, tu étais architecte d'intérieur et tu as mis ta carrière entre parenthèses pendant 10 ans pour justement t'occuper de tes enfants. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu vivais ça, quelle perception tu avais, quelle perception avait ton entourage? Comment tu l'as vécu ce moment? Pas très bien au démarrage. Alors, pas très bien et en même temps, c'est venu vraiment comme une évidence parce que quand on a un enfant qui a des problèmes de santé, j'ai pas du tout hésité une seconde, c'est évident. Mais en même temps, j'avais l'impression que, je voulais même, c'était assez brutal, en fait. Bon, ça s'est passé de façon très, très brutale. Donc, du jour au lendemain, vous avez un enfant qui est rayonnant et vous travaillez. Et en l'espace de un jour et demi, la vie bascule. Et on ne sait pas si votre enfant, va même passer la nuit. Grosso modo, c'est ça. Donc, d'un seul coup, on ne sait plus où on habite. On dit à tout le monde, grosso modo, bye, allez vous faire voir, tout ce que vous me racontez ne m'intéresse pas. Donc, faut être un petit peu plus délicat que ça, évidemment. Mais c'est la vérité. Et ce qui fait que ça a été un rejet de tout ce que je connaissais avant, qui étaient mes certitudes. Je serais une femme qui travaillerait, j'ai fait une très belle école, je suis très fière de moi, très contente, voilà, j'avance. En même temps, j'avais des incertitudes terribles, comme tout le monde. Mais en même temps, on est effectivement dans le schéma où on se dit, c'est mon chemin, il faut que j'avance comme ça. Et d'un seul coup, il y a un grain de sable dans la mécanique et les choses basculent. Et donc, ça a été pour moi, et je me posais même pas la question de savoir si j'allais reprendre le travail ou quoi que ce soit. J'ai rayé de la carte, ça n'existait plus et je voulais même plus entendre parler. Et en même temps, c'était du genre, mais vous me parlez de quoi, là? Enfin, en architecture intérieure, de bien-être dans un espace, de qualité de lumière, de machin, etc. Enfin, j'ai envie de dire, mais c'est complètement superficiel. Ouais. Quand je passe des journées à l'hôpital et je rencontre des gens qui bataillent, des enfants qui bataillent avec des problèmes de santé divers et variés, c'était pour moi. Et en même, on en vient presque à ne pas comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais en même temps, on ne peut pas demander les gens, bien sûr, ils ont leur vie, ils ont leurs propres problèmes, hein, faut être clair, tout le monde a ses problèmes. Et c'était assez étonnant parce que finalement, moi j'avais du mal à comprendre que les gens ne comprennent pas que, notre vie n'était plus la même. Donc c'est vrai que je me suis mis en parenthèse, vraiment en parenthèse pendant 10 ans. Je sais que même ma famille, ma sœur était dépitée en me disant, mais faut que tu prennes soin de toi, faut que tu prennes soin de toi. Mais en même temps, je dis, mais j'ai pas le temps, c'est pas ça mon problème. Mon problème, je me suis entièrement dédiée aux problèmes de santé qui ont été extrêmement complexes, qu'il a fallu se batailler, que on pouvait pas avoir accès à l'école, que pour normal. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu gérais tout. Tu gérais l'école des enfants, tu gérais tout à la fois, en fait. Je gérais l'école de mon premier, parce que pas l'école des autres. D'accord. En même temps, j'étais enceinte de de mon 4e enfant, qui était une petite fille. Donc 3 garçons et une fille. Quand j'ai pris la décision de déscolariser mon aîné, puisque le système ne répondait pas du tout, c'était trop compliqué, trop lourd. Il y avait et encore une fois, je peux pas en vouloir au système. C'est comme ça. On a quand même une très belle éducation nationale, un très bon système de santé en France. Et je vois vraiment ça comparé à ce qu'on a ici aux États-Unis. Oui. Donc c'est pas pour dévaloriser, mais à un moment donné, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que je me suis rapprochée de beaucoup d'associations de parents qui ont des enfants autistes ou qui ont des enfants différents. Enfin, il y a tellement de sortes de différences que, en fait, si on rentre pas dans le moule, pétard, c'est compliqué, hein. Et puis, en même temps, les réponses qu'on nous propose, ça met trop de temps. Et la pire des choses pour des enfants comme ça, c'est le temps. Parce qu'en fait, la différence ne fait qu'augmenter. Et si on ne réagit pas,
finalement, on les pénalise encore plus. Oui. Et on les marginalise. Or, chaque enfant a une chance de réussite et chaque enfant a une intelligence, c'est évident. Et donc, je me suis confrontée à la maîtresse d'école qui, grosso modo, et je lui en veux pas parce que, encore une fois, les enseignants ne sont pas vraiment formés pour s'occuper d'enfants différents. Grosso modo, elle m'a expliqué que mon fils n'avait rien à faire là. Donc, moi, j'étais dépitée. Je suis une battante, mais là, je dois dire que je me suis pris une claque assez violente parce que je sentais bien que ça allait être compliqué, mais en même temps, je me suis dit, allez, ça va y aller, quoi. On va le faire. Puis d'un seul coup, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc, du jour au lendemain, je me suis dit, je vais le scolariser à la maison. Et alors là, c'est pareil, c'est très compliqué parce qu'on sort du système, on m'a accusé de tout, on m'a envoyé des psychologues pour voir si j'avais pas une relation incestueuse avec mon enfant. Oh là là. Enfin, donc c'est assez compliqué. Et puis finalement, je me suis pris des réflexions des gens. Enfin, vous me prenez pour qui, Superwoman? Voilà, donc on n'est pas aidé. Moi, il y a une chose dans la vie, il faut faire confiance, faut suivre ses tripes. Les tripes ne mentent pas. Suivre son intuition, quoi. Ouais. Son intuition, voilà, pardon. C'est un peu plus délicat. Non, c'est pareil. Follow your guts, comme on dit ici. Ouais. Donc ça a marché pendant un temps, je l'ai fait pendant plusieurs années, puis en même temps, je me disais, je peux pas faire ça toute ma vie. Puis je pense aussi, toi, ça t'a aidé, ta formation, justement, t'es très créative. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont, que ce soit des dyslexiques, que ce soit des autistes, etc., ils apprennent pas de la même façon. Il faut faire vraiment une éducation tout à fait customisée, comme on dit. Moi, avec mon fils, ce qui marchait très bien, c'était l'auditif et le visuel. Par contre, écrire, c'était très compliqué. Et puis, fallait des périodes très condensées et avec des breaks, etc. Et donc, en fait, le fait d'avoir fait de l'architecture intérieure et de savoir faire plein de choses avec mes petites mains, ça m'a permis de créer moi-même, par exemple, des livres pour lui parce que il avait au niveau visuel, c'était assez compliqué. Il fallait qu'on mette des lettres qui étaient extrêmement très grosses, etc. Enfin bon, il y avait toute une adaptation ça m'a permis finalement d'assouvir ma créativité, en fait. C'est génial. Ouais. Puis en plus, j'ai une maman qui était enseignante. Donc en fait, elle était dans l'éducation nationale. Donc en fait, ce côté d'enseignement, peut-être que je l'avais en moi, j'en sais rien. C'est un métier vraiment très difficile et qu'il faut vraiment valoriser et récompenser. Et chapeau pour les enseignants. Mais quand je l'ai fait pour mon fils, je pense que j'ai vraiment adoré. Et j'ai même pensé pendant un temps, je me suis dit, mais peut-être que je pourrais me reconvertir. Et puis finalement, mon côté créatif, j'en avais aussi vraiment besoin. Et donc c'est pour ça que je suis retournée à mon métier. Mais c'est vrai, savoir faire des choses soi-même et savoir s'adapter et coller des trucs. Il y a des tas de choses qu'on peut inventer. Et c'est vrai que quand on a déménagé ici, finalement, quand il a été un petit peu plus grand et en âge de quitter la maison, donc on va dire vers 14 ans, quand il a eu un petit peu plus les épaules suffisamment larges, j'ai fait le choix de le mettre dans une école qui était dans le nord des États-Unis. Donc il a très très bien pris. Alors qu'on était très très proches physiquement pendant des années, parce qu'en fait, aux États-Unis, on a de la chance d'avoir des écoles qui sont très personnalisées. Alors, vous allez avoir des écoles pour des gens qui vont être des génies. Vous allez avoir des écoles pour des gens qui vont être des aveugles, ou des gens qui vont être surdoués en telle matière. Il y a plein d'écoles ultra spécialisées pour tous les gens qui vont être tous les dyslexiques, etc. Donc, en fait, alors c'est ce que j'explique toujours. Les États-Unis, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. C'est bien sûr comment financer tout ça. Ouais. Encore une fois, il faut être super créatif et puis il faut surtout pas hésiter. Il y a beaucoup de moyens finalement. Il y a des associations, il y a plein d'associations. Il y a certains États qui vont financer intégralement ce genre d'école si on suit bien le système, etc. Donc en fait, il y a des offres qu'on n'a pas en Europe, mais c'est encore une fois, tout ça, c'est une bataille. Il faut jamais lâcher le nerf. Ouais, j'imagine. Ouais. Tu me dis que quand du coup ton aîné part à l'école, toi, à ce moment-là, comment ça se passe? Parce que je pense que tu avais justement cette occupation. Moi, d'un seul coup, je me retrouve avec les 3 autres enfants qui sont super heureux dans leur nouvelle école, enfin dans leur vie américaine. Tout roule pour eux. Moi, je me dis, génial, ça y est, tout roule pour mon fils aîné. Et là, je me dis, oh, zut, je fais quoi avec moi-même? Bah oui, c'est ça. Alors là, ça fait drôle. Bah ouais. Ça fait drôle, surtout quand on arrive dans un pays où, en fait, moi, je connaissais personne, bien entendu. Et puis, finalement, ça a été assez drôle parce que les gens sont... Surtout dans le sud, j'ai appris que dans le nord des États-Unis, c'est pas aussi évident. Mais en fait, dans le sud, les gens viennent sonner à votre porte et vous disent « Hey, welcome in the neighborhood ». Super friendly, ouais. Et là, on dit « OK ». Pendant des années à Paris et je connaissais à peine ma voisine, quoi. C'était clair. De dingue. Et là, je me disais, OK. Et là, après, les gens venaient nous emmener une petite carte. Ils disent, hey, on fait un get together. Et je sais quoi, un get together? Tu vois, et donc, on se rassemble avec des voisins. Venez. Mais en fait, c'est pas le voisin qui reçoit qui vous invite.
c'est l'autre voisin d'à côté qui vous dit, bah tiens, on se rejoint tous. Oh, mais alors là, moi j'étais là, oh zut, alors, ça c'est assez curieux parce qu'on n'a pas ce côté avenant comme ça. Enfin, moi j'ai pas été habituée à ça, quoi. Et puis finalement, vous vous retrouvez chez des gens que vous connaissez pas parce que vous avez été invité par le voisin. Et puis finalement, le seul moyen de manger quelque chose et de boire quelque chose, c'est de ouvrir le réfrigérateur chez les gens ou de se servir soi-même. Alors là, ça a été un petit choc culturel. Et finalement, de se dire, finalement, faut être un petit peu plus cool, tu vois. Et nous, on a un côté un petit peu plus coincé, etc. Ouais. Et puis, boire une bière à la bouteille, pour une femme, ou se resservir un verre de vin, c'est pas choquant. Enfin bon, je sais quoi. Moi, je suis un peu plus avancée en âge, donc, mais c'est vrai que nous, on n'a pas été éduqués comme ça, quoi. Donc c'était assez drôle parce que faut apprendre d'être relax et puis finalement on communique super bien avec des gens qu'on connaît pas et c'est vrai que ça a un côté super positif, c'est ce côté un peu networking qui est facile. Alors après faut l'entretenir bien entendu, mais en même temps c'est assez facile d'ouvrir des portes aux États-Unis parce que les gens sont cool. Bien sûr, oui, ils sont beaucoup plus avenants. Encore une fois, je suis dans le sud, je sais pas si c'est pareil dans le nord. Toi, du coup, à cette époque-là, est-ce que tu te reposais la question de l'architecture d'intérieur ou c'était encore très enfui? Du tout, parce qu'en fait, c'était comme si j'en avais fait mon deuil, clairement. Et donc, en fait, comme française, je cuisine, j'adore ça. Et puis, c'est créatif la cuisine, en Bien fait. sûr. Et puis, en même temps, parce qu'encore une fois, bien se nourrir, c'est un truc, ça fait partie de notre culture, quoi. Donc, moi, je faisais mes petits plats pour mes enfants. Nous, on habitait à Épernay, une petite ville en France, 28 000 habitants. Ouais. Donc, moi, les enfants, le midi, ils rentrent à la maison, quoi. Donc, c'est la première fois, ils mangeaient à la cantine parce que c'est obligatoire. Il n'y a pas de retour à la maison de midi aux États-Unis. Donc, moi, au lieu de leur laisser manger le menu qui ne parlait pas vraiment le menu américain, je cuisinais, quoi, pour les enfants. Ils avaient leur petit menu. Et puis, il y a des mamans qui me disent, c'est quoi ce que tu fais pour tes enfants? Et puis, les voisines qui rentrent en faisant coucou, qui disent, ça sent bon ici, qu'est-ce que tu fais? Et finalement, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Parce qu'elles sont toutes intéressées par ce qu'il y a dans mon four, ce qu'il y a dans mes casseroles. Ouais. Et finalement, au bout de 2-3 mois, j'ai fait, comme j'ai vu ici que tout le monde faisait des petits parties entre voisins, j'ai invité tous mes voisins et j'ai fait servir mes enfants et j'aurais mis une petite toque sur la tête et puis ils faisaient le service. Ah, génial. Ils faisaient le service parce que, et alors c'est drôle, il y a plein d'anecdotes, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, les gens ne font pas beaucoup eux-mêmes, ils commandent. Donc comme nous, on avait fait tout nous-mêmes. Moi, j'avais fait tout moi-même avec mes enfants qui m'aidaient, puis mon mari, etc. Donc en fait, on avait nos petits plats de trucs qu'ils avaient jamais mangé, le pâté au lapin, les petits fours, les petites quiches, les machins, etc. Enfin, le truc bien français, quoi. Et là, ça a été un boom, quoi. Tout le monde est tombé par terre. C'était drôle parce que ils avaient jamais vu les petits enfants comme ça servir. Moi, j'avais fait mon petit carton d'invitation, j'avais mis vraiment le petit drapeau français. Enfin, j'avais joué le jeu, quoi. C'est génial. Et puis, il y a une maman qui vient me voir et qui me dit, j'ai ma fille qui a son anniversaire pour ses 10 ans. Est-ce que tu pourrais faire un cooking party? Et là, j'ai dit, oui. Moi, nous, c'est pareil, encore. Nous, les anniversaires en France, on fait un gâteau au chocolat, on invite les enfants, tout le monde fait la fête, et voilà, quoi. Bien sûr. Donc, je me suis dit, c'est quoi un anniversaire aux États-Unis? Donc, tout est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est vachement plus élaboré, etc. Et donc, là, je me suis un peu renseignée sur ce qu'était un anniversaire pour des enfants aux États-Unis, qui a rien à voir avec ce qui se fait chez nous. Ah ouais, c'est beaucoup plus festif, ouais. Beaucoup plus poussé, c'est absolument hallucinant. Et donc, j'ai fait un cours de cuisine de 3 heures. Donc en fait, on cuisinait pendant 1h30, 2 heures avec les enfants. Après, j'aurais raconté un peu de culture par rapport à la France, etc., etc. Et après, voilà, on servait les repas et j'avais vraiment mis la table avec de l'argenterie, machin. On avait joué le jeu avec les gros ballons à l'américaine, tout rose parce que c'était une petite fille, etc. Et alors là, la maman me dit, tu demandes combien? Alors là, c'était pour moi la question parce que c'est pareil. Moi, j'ai fait une école créative. L'argent, on sait pas ce que c'est. Et donc, j'ai pas trop su. Et donc, je lui ai demandé, écoute, quel est le tarif? Très honnêtement, quel est le tarif? Et là, elle m'a sorti un prix. Et là, je suis tombée par terre. On était dans les $80 par enfant, quoi. Et ça fait 12-13 ans. Et donc, je suis là, bon, bref, ok, donc très bien, allons-y. Ça n'a pas bougé une oreille. Donc, j'ai facturé. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a un marché, là. C'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Et donc finalement, fil en aiguille, j'ai commencé à dire, est-ce que moi, pour connaître des gens, comment je peux faire? Donc j'ai commencé avec mes petites voisines là. J'étais dans un quartier d'un milieu un peu privilégié. En plus, il y a beaucoup de mamans qui travaillent pas aux États-Unis parce que faire garder ses enfants, ça coûte tellement cher que finalement, il y a beaucoup de mamans qui se mettent entre parenthèses pendant un certain temps, le temps que les enfants puissent aller à l'école. Et donc finalement, j'ai monté des cours de cuisine parce que c'était un grand boom en France. Il y avait l'atelier des chefs, l'atelier d'essence, Ducasse. Oui. Alain Ducasse avait monté dans l'école de cuisine pour le public.
ça avait vraiment un vrai engouement. Et donc, je me suis inspirée de tout ça. Et puis, je me suis dit, c'est génial. Je travaille de chez moi, j'ai une super grande cuisine, je peux faire des cours. Je faisais des cours la journée, des cours le soir. J'ai repris une formation, du coup, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, pour être quand même plus légitime, je vais pas aller prendre des cours en France. Donc, je suis allée à l'Institut Paul Bocuse. J'ai passé 3 mois à l'Institut Paul Bocuse à Lyon pendant l'été, où j'étais officiellement professionnelle, mais je n'étais pas professionnelle. J'ai dit que j'avais une école de cuisine, c'était un peu mentir, mais bon, ça m'a permis d'être avec le chef du monde entier, où j'ai appris beaucoup. Et puis quand je suis rentrée, finalement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais bon, j'avais quand même quelques difficultés personnelles. À un moment donné, on s'est séparés avec mon mari, et donc je suis passée dans une maison qui était beaucoup plus petite, qui est absolument adorable, comme un petit cottage louisianais, super mignon. On était très heureux dans ce cottage. Super. Mais d'un seul coup, c'était encore une fois, non, c'est plus possible. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ouais, quand même. C'était assez lucratif parce que en même temps, j'avais développé, parce qu'ils me demandaient, mais comment les Français font pour rester fins et manger autant? On me dit, parce qu'il faut balancer. Enfin, c'est une question de balance, quoi. Vouloir un Américain, c'est marrant. Si vous faites l'excès un jour, vous compensez l'autre jour, quoi. Et à l'époque, il y avait Mireille Gugliani, qui était CEO de Veuve Clicquot USA. D'accord, ok. Pendant des années, et elle avait écrit un best-seller qui s'appelle French Woman Don't Get Fat. Ok. Donc les femmes françaises ne deviennent pas grosses. Donc c'est toujours le mystère. Et donc moi, j'ai eu plein de demandes de gens qui me disaient, est-ce que vous pouvez me cuisiner pour moi? Et donc j'avais commencé à faire des trucs rigolos. J'avais fait des soupes incroyables, parce que il y a combien de calories dans vos soupes? Mais c'est quoi les calories? C'est clair. Enfin, je sais pas, moi, alors, donc, il a fallu que j'explique. Alors, finalement, c'était assez marrant, quoi. J'ai appris plein de choses. Mais en même temps, c'était pas, comme on dit, c'était pas my channel. C'était pas mon truc, quoi. Mon truc, c'était quand même plus l'architecture intérieure. Donc, finalement, quand j'ai déménagé avec mes 4 enfants dans cette mon petit cottage, je me suis dit, qu'est-ce que je vais refaire de ma vie? Ouais. Et donc, finalement, c'était quand même pas très longtemps après Katrina. Il y avait énormément de travail à faire en termes pour remettre les maisons sur pied. Donc, j'ai pas du tout pensé à l'architecture intérieure, j'ai pensé bâtiment. Et donc, finalement, j'ai acheté pour pas cher, parce qu'à l'époque, c'était quand même, la ville était quand même très abîmée. Ouais. Donc, j'ai investi dans une maison avec une partenaire, parce que j'y connaissais rien. Ça m'a permis de comprendre comment ça marchait un peu ici. Puis après, j'ai fait toute seule, j'ai fait pas mal de maisons, environ 12 maisons au total. Donc, on achète, on rénove, on revend. Et m'a permis financièrement d'assumer un peu toute ma petite troupe. C'était très bien. Ouais. Mais en même temps, c'était très répétitif. Pas créatif. Du coup, entre le moment où tu te poses des questions et le moment où tu commences à faire cette activité-là, il se passe après combien de temps? C'était assez rapide, il fallait que je fasse du cash. Oui, t'avais pas le choix. Donc en fait, je suis partie d'une maison qui était une très bonne maison dans un quartier. On a déménagé à l'époque, pour 1 euro, on avait 1,35 $. D'accord. On a pu accéder à un niveau de maison qui était tout à fait exceptionnel comparé à la norme, on va dire. C'était vraiment les mois, on a déménagé, les mois c'était exceptionnel. Donc par contre, moi comme je suis quand même très raisonnable dans mon genre, ça m'intéresse pas, je préfère investir dans mes enfants ou dans mon business que d'investir dans le luxe. Donc en fait, quand on s'est séparés, on a vendu cette maison. J'ai gardé du cash pour pouvoir redémarrer une activité. Donc en fait, j'ai vraiment diminué. Enfin, c'était assez rigolo parce que ma maison à l'époque, là j'ai ragrandi un peu quand même. Mais à l'époque, pour passer d'un côté à l'autre de mon lit, il fallait que je saute sur mon lit. Ah oui. Donc mais en même temps, chaque enfant avait sa chambre. Donc ça, c'était très important. Ma maison, finalement, petit à petit, je l'ai agrandie et aujourd'hui, elle est super sympa. Je l'adore et j'en changerai jamais. Mais tout ça pour dire que ça m'a donné du cash pour rebondir. Et là, il faut quand même se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, un truc que je savais faire, c'est de refaire des maisons que je savais faire parce que c'est un truc que j'avais fait quand j'étais en France, mais plus pour des particuliers. En même temps, je connaissais rien au système électrique, au système de climatisation, la façon de construire ici. Enfin, c'est complètement différent. Ici, tout est beaucoup plus rapide. En 15 jours, vous faites l'acte d'achat d'une maison, c'est terminé, quoi. Et puis, il faut y croire. Et encore une fois, il faut écouter son bon sens et il faut écouter comment on dit là? On dit pas ses tripes, hein, on dit quoi? Faut écouter son intuition, ouais. Son intuition. Et donc, faut prendre un risque. La vie n'est fait que de risques, hein. Et donc, en fait, j'y suis allée. Et puis, il faut pas hésiter à demander, surtout quand on sait pas, parce que finalement, ça ouvre. Il faut demander. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend tous les jours, et si on ne demande pas, on n'avance pas. Bien sûr. Donc, je me suis entourée. Mon agent immobilier qui me vendait mes maisons après, au moment où j'achète la maison et que je commence à faire les travaux et que je fais mes plans, etc., je la fais venir et je lui disais, voilà, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu penses que ça va se vendre? Est-ce que tu penses que ça répond au marché, etc. Et parce que elle est en contact avec les clients tous les jours. Moi, je suis en contact avec moi-même. Donc, je peux faire une qui colle absolument pas au marché. Bien sûr.
Voilà. Et culturellement, moi, j'étais un peu paumée. Nous, la salle à manger formelle ou le salon formel, c'est un truc, ça n'existe pas en France. On n'a pas de formel. On se sert de toutes nos pièces. Ah bon, à moins qu'on soit à un niveau de luxe avancé. C'est vrai. Mais on se sert de toutes nos pièces, quoi. Donc, en fait, à chaque fois, ça la faisait rire. Je me disais, mais c'est dingue, t'es la seule cliente qui vient me voir et qui me pose des questions pour savoir comment on va optimiser ce produit pour que ça colle au marché. Donc, en fait, c'est ce que je dis toujours. Il faut s'entourer de professionnels. Parce qu'on sait pas tout et on apprend tous les jours. Donc en fait, j'ai fait ça pendant des années, puis finalement, ça a fini par m'embêter parce que c'était pas créatif et qu'en fait, pour faire du profit, il faut quand même rester très neutre, que pour plaire à tout le monde, il faut aussi rester très neutre. Enfin, et donc en fait, je pouvais pas. Ouais, c'est pas là où tu pouvais t'éclater, quoi. Et donc finalement, un jour, j'ai décidé de pousser une maison plus parce que j'en avais besoin. Et puis donc j'ai fait quelque chose qui se fait pas du tout. En fait, toutes ces vieilles maisons sont en bois, bien sûr, et donc les cloisons intérieures sont en bois. Et donc de chaque côté du bois, en fait, de la structure en bois, il y a le sheetrock, il y a le placoplâtre. Bon, bref. Plaque au plâtre, d'accord. Voilà, bon, bref. Désolée pour cet accident. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est tous pour l'open space. Tout doit être ouvert, le salon, la salle à manger, tout se communique, toute la cuisine, etc. Et je me dis, mais attends, on peut peut-être faire un intermédiaire en gardant l'ADN de ces maisons. Donc, en fait, j'ai ouvert ces murs, mais j'ai gardé la structure bois, qui est une très belle structure bois, et j'ai pas remis de plateau. D'accord. Et donc, en fait, quand les artisans sont venus, je leur ai dit, vous ne touchez pas à ce mur. Et alors, ils comprenaient rien. Vous ne remettez pas de placo. On va traiter ces poutres très joliment. Et en fait, ça faisait comme un see-through. Donc, en fait, c'était très versatile parce qu'en fait, on a cette séparation qui est en même temps suggestive, mais en même temps, elle existe, mais elle est délicate, quoi. Et donc, ça s'est fait. C'est une maison qui a été repérée un peu, et du coup, j'ai eu un petit article dans le journal, etc. Ah, génial, et de fil en aiguille, du coup, il y a des gens, parce que ici, Nouvelle-Orléans, il y a énormément de tourisme, donc énormément de restaurants. Et donc, il y a des jeunes, qui faisaient partie d'un petit groupe, qui montaient un groupe de restaurants. On était à leur deuxième. Et là, c'est un beau gros restaurant dans le centre de Nouvelle-Orléans. Et ils m'ont contacté, et ils m'ont dit, est-ce que vous feriez notre restaurant? Oui. Mais en même temps, je veux pas que mon nom apparaisse parce que le syndrome de l'imposteur, du genre, j'ai pas travaillé pendant 10 ans, je suis même pas légitime, j'ai pas de website, j'ai pas vraiment de société, enfin voilà, enfin bon, je veux bien vous aider les gars. Enfin, grosso modo, c'était ça, quoi. Mais c'est fou ça, hein, ouais, ce manque de légitimité qu'on s'inflige à nous-mêmes en fait. Hein. Ouais, et là aujourd'hui, j'ai 50 ans, et je commence tout juste. Tout juste à m'en débarrasser, mais je vous invite à commencer plus tôt. Ouais. ça aiderait. Et donc, finalement, voilà, il me présente à l'architecte parce que je travaille encore. Et l'architecte me dit, super sympa. On a très bien collaboré. Il était même pas étonné que j'ai même pas de site internet ni quoi que ce soit. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, finalement, faut peut-être que j'existe parce que c'est pas possible. Je peux pas faire ce travail sans exister. Donc finalement, j'ai monté ma petite boîte. Encore une fois, monter une boîte aux États-Unis, ça prend 5 secondes, donc c'était facile. Et puis finalement, j'ai monté mon petit site internet. Et puis finalement, j'ai aussi une personne qui faisait un studio de pilates et de yoga qui doublait sa surface, qui m'a demandé de le faire. Et puis là, je me suis dit peut-être que quand même je me lance vraiment. Et c'est parti comme ça. D'accord. Et puis après, donc j'ai commencé à travailler de la maison. En me disant, c'est parfait, parce que finalement, je travaille de la maison, ça me coûte... Entre-temps, j'avais fait une extension. Donc, la pièce d'entrée qui était à l'époque la chambre de mon fils, j'avais mis mon fils derrière et j'avais dégagé cette pièce et j'avais quand même un bureau. Donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais travailler de la maison. Et puis, voilà. Puis, finalement, on se rend compte, on peut pas avoir de meeting avec ses clients, que... Ouais, c'est compliqué. On a aussi, en tant qu'architecte intérieur, on a énormément de matériaux qu'on reçoit pour les échantillons, etc. Et puis après, j'ai embauché une fille à mi-temps. Alors on était à deux dans ce... ça devenait un peu compliqué. Et alors là, c'est pareil, on se dit, oh là là, est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je grandis? Est-ce qu'on a toujours envie de grandir ou pas? Est-ce qu'il y a toujours, faut se poser la question, ce qu'on gagne et ce qu'on perd? En même temps, les enfants dans la maison, c'est pratique parce que je suis là quand ils rentrent à l'école, je peux faire un peu de tout en même temps, enfin bref. Donc, on se cache derrière des fausses excuses pour ne pas avancer. Grosso modo, je me suis dit, en fait, je me mens à moi-même parce que j'ai peur. Comme quand je suis sortie de l'école et qu'on m'a donné mon premier job, je me suis dit, comment je vais faire pour dire non parce que j'ai peur. Ouais. C'était ça. Moi, en tous les cas, je me disais, je sais que j'ai beaucoup de qualités, mais j'ai peur. Donc voilà. Donc je me suis dit, en même temps, alors je me dis, oh là là, pour les enfants, c'est pas bien, mais je me dis, attends, la dernière, elle a quand même 12 ans, et l'aîné, il a 16 ans, ça va, ils peuvent survivre sans moi, je suis quand même pas... en même temps, c'est pour eux que je le fais, quoi, quand même. Pas pour moi, mais en même temps pour eux. Donc je me dis, allez, bingo.
Bien sûr. Donc, j'ai loué un espace pour faire mon bureau. Et puis voilà. Et puis finalement, vous êtes plus visible. Donc, ça vous amène plus de clientèle. Et puis finalement, des gens qui étaient mes clients de cuisine savaient très bien que j'avais fait des études d'architecture intérieure. Donc, ils sont venus en me disant, là, on a tel projet, est-ce que tu peux nous aider, etc. Donc, le bouche à oreille, c'est parti comme ça. Et puis, aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 2 personnes, plus une stagiaire en architecture qui travaille avec nous chaque année. Et qui, en général, quand il y en a une qui est restée avec nous pendant un certain temps, elle a gradué, et on a repris une autre étudiante en architecture et qui va elle-même rester avec nous jusqu'à temps qu'elle gradue, etc. Vraiment, dans quelques jours, on déménage dans un nouveau bureau avec encore un meilleur endroit où j'ouvre un deuxième business. C'est vraiment super. En fait, moi, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, justement, avant ton départ aux États-Unis. On a beaucoup parlé, justement, de ton expérience aux US. Tu es né à Épernay, tu l'as dit, en Champagne. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment était ton enfance et à quoi t'aspirais quand tu étais plus jeune? Alors, Épernay, c'est une petite ville, 23 000 habitants. On allait à l'école à pied. Enfin, c'est assez rigolo parce que quand je vois ça maintenant, mes enfants, ils sont incapables de. Enfin, je les laisse même pas aller à pied quoi que ce soit parce que je trouve pas ça très sûr. Enfin, des choses de dingue. Oui, c'est. Enfin, des trucs de dingue. Alors donc petite ville, bien sûr, tournée sur le Champagne, etc. Dans ma famille, on a été élevés. Parce que j'ai une sœur, donc en fait, il y avait 3 enfants dans la famille, on va dire. Ma sœur aînée, moi et l'entreprise. Mais en fait, l'entreprise familiale, c'était l'enfant aîné. D'accord. J'adore. Puisqu'en fait, on a été élevés avec l'entreprise, on a grandi avec l'entreprise. C'est une entreprise qui est fondée par mon arrière-grand-père, qui était ferronnier, métallier. Ouais. Et puis, donc, il faisait les sabots des chevaux, il faisait les clochers d'église, il faisait des grilles. Et en même temps, il a été le premier ferronnier de la ville à avoir un poste de soudure électrique. D'accord. Donc j'imagine que pareil, lui à son niveau, il a dû prendre un risque dans son investissement pour acheter un poste de soudure électrique, n'est-ce pas? C'est clair. Et puis donc ensuite mon arrière-grand-père a repris, a fait des remorques agricoles pour la betterave, pour le blé, etc. Et puis ensuite mon père qui lui est tombé dedans quand il était petit, on va dire, donc a passé un CAP de soudure, mais en fait il est allé dans des écoles des frères chrétiens qui étaient à Reims où en fait il faisait un peu l'apprentissage. Et puis ensuite pour continuer à se former, il a pris des cours du soir au CNAM, etc. Mais en fait, c'était donc une famille, on est très terrien, on va dire. Enfin, terrien. Les mains dans le cambouis, ouais. Les mains dedans, quoi, on va dire, les mains dans le cambouis. Du côté de ma maman, c'était plus éducation nationale. Maman est issue d'une famille de 9 enfants. Il y en a qui sont des entrepreneurs, grands entrepreneurs, qui ont fait des réussites assez exceptionnelles, et aussi d'autres qui ont fait des parcours tout à fait exceptionnels aussi dans l'éducation nationale. Et donc, en fait, maman était enseignante et papa était sur le terrain avec ses clients, gérer son entreprise. Et ça, on en entendait matin, midi et soir. Et donc, ma mère était très supportive, enfin, je sais pas comment dire en français. D'un grand soutien. Et donc, et c'est vrai que ça a été, écouter les problèmes des clients, écouter des problèmes quand l'entreprise va bien, quand l'entreprise va moins bien, quand il y a une crise, quand il va falloir licencier, quand on doit rembaucher, quand on trouve, enfin, des tas de choses. Enfin, on le vit avec ses tripes, encore une fois. Bien sûr. Et ça fait partie de notre éducation. Mais en même temps, on a appris, enfin, toute notre vie. Moi, mes parents ont toujours réinvesti dans l'entreprise. On n'a jamais été gâtés. On avait une enfance tout à fait heureuse, bien entendu, mais en même temps, c'était le bien-être des employés, le bien-être de l'entreprise. J'ai été élevée, je n'ai toujours entendu, vous n'avez aucun droit sur cette entreprise, vous n'avez que des devoirs. Et c'est vrai qu'on a toujours, notre père nous a toujours répété, on ne serait rien sans toute l'équipe qui est autour. Et mon père a 76 ans, il est toujours au règne de l'entreprise aujourd'hui. Et c'est un discours très paternaliste, on va dire, mais en même temps, on est une équipe, on est tous ensemble dedans. Et ça, c'est très, très important. Et ça, j'essaye de vraiment développer ça dans ma petite entreprise. Aujourd'hui, je fais un one-to-one avec entre 10 minutes et 30 minutes. Chaque semaine, je fais un one-to-one. Parce que moi, j'ai une vision de mon entreprise, je sais où je vais aller, mais je voudrais savoir que mes employés soient heureux, parce que on peut pas demander une performance ou une fidélité ou un dévouement si la personne n'est pas épanouie. Bien sûr. Donc en fait, voilà. Donc mon enfance, ça a été ça. Et ton rapport à l'école, par rapport à tout ça, je sais que tu as fait une prépa et tu as intégré l'école Camando. J'ai fait une très belle école qui s'appelle l'école Camando. J'ai beaucoup aimé. Avant d'arriver à l'école Camando, moi, c'était très chaotique. J'étais certainement dyslexique, ou comment on appelle ça? On dit ça en américain, ADD. Du genre, je suis un peu, j'avais du mal à me concentrer, on va dire. Trouble de l'attention? Ouais, les troubles de l'attention, ça c'est sûr. Et en même temps, c'est une richesse aujourd'hui en tant qu'adulte parce que je suis constamment en train d'explorer, de rechercher, etc. Je dois être fatigante pour mon entourage.
Mais en même temps, je considère que c'est une chance parce que tourner une difficulté en une opportunité, c'est sûr. Mais donc l'école, c'était pas terrible pour moi. C'était compliqué. C'était, en même temps, tous les professeurs disaient, mais on comprend pas pourquoi est-ce que vous réussissez pas mieux. Vous avez tous les atouts pour réussir, peut mieux faire, peut mieux faire. J'essaye, mais j'y arrive pas. Donc en fait, bon, finalement, j'étais pas malheureuse à l'école. J'étais pas malheureuse. J'étais loin d'être brillante. J'étais loin d'être nulle. Mais c'était pas pour moi, quoi. Ça n'allait pas, quoi. C'était pas mon truc, quoi. Donc en fait, je me traînais jusqu'au jour où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, parce que il faut que je m'épanouisse quand même. Oui, c'est le but, ouais. Mes parents étaient très cool en même temps parce que ils ont toujours été, faut que tu trouves ta voie. Donc lui faire des devoirs d'école l'été à Valérie, ça sert à rien parce que c'est encore la torturer, donc on va lui foutre la paix. Mais par contre, tu vas me prendre des bouquins, tu vas lire. Donc j'ai lu, j'ai pas arrêté de lire parce que j'ai pris le goût de la lecture. Mes parents m'ont fait confiance énormément, m'ont laissé prendre des cours l'été à l'école du Louvre, alors que j'avais 15 ans, je prenais le train le matin à 7 heures. Ah oui. Donc mes parents m'ont donné beaucoup de liberté sous supervision, on va dire. Et du coup, j'ai navigué, j'ai pris des cours le soir aux Beaux-Arts de Reims. J'ai essayé de savoir un peu ce que je voulais faire. En même temps, j'étais très créative parce que comme l'écriture, tout ça, c'était compliqué pour moi, il faut bien on se raconte des histoires autrement. Et aujourd'hui, finalement, se raconter des histoires, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on crée aussi, par exemple, quand on me demande de créer un restaurant ou quand on me demande d'intervenir sur une résidence privée, en fait, on écrit des histoires tous les jours. Hein. Bien sûr. Donc en fait, plus on développe sa créativité au démarrage, plus ça aide. Donc finalement, j'étais pas une élève brillante, loin de là, mais il faut pas désespérer. Parce que chaque enfant a une chance de réussir. Il faut avoir confiance, il faut pousser et on peut y arriver et il y a plein de choses à faire. Non, mais super. Et donc, tu fais l'école Camando. Ouais, donc en fait, là, je fais une prépa parce que je sais qu'aujourd'hui, Camando, parce que ma petite cousine d'ailleurs s'oriente vers Camando aujourd'hui, c'est assez rigolo. Donc maintenant, Camando a une prépa intégrée, mais moi à l'époque, j'ai fait une prépa indépendante. D'accord. Moi, j'habitais à Épernay, je voulais pas aller à Reims parce que c'était trop évident. Je me suis dit, oulala, j'ai une chance extraordinaire, mais j'ai beaucoup de chance que mes parents me fassent confiance tout aller à Paris. Tout ça, ça a un coût, tout ça, Donc en fait, j'ai ce sentiment de responsabilité, de bien faire. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai adoré, mais en même temps, au bout donc des 5 ans d'école, 1 an de prépa plus 5 ans d'école après, autant j'étais gonflée de me disant, je suis dans une très belle école, je vais accéder à des grands cabinets d'architecture intérieure. Et finalement, quand je suis sortie, je me suis dit, zut, qu'est-ce que je sais faire? Et encore une fois, on se dit, on n'a pas confiance en soi, encore une fois. Ça a été assez marrant. Souvent, justement, je trouve, quand on sort d'école, c'est là où on se dit, on va décrocher la lune, on est trop fort, etc. Et c'est en rentrant en entreprise et quand on avance un peu, on se dit, ah mince, en fait, c'était pas si cool ou ça, c'était l'inverse. Non, c'est pas ça. C'est que pendant que j'étais à l'école, je me souviens, on avait eu une discussion avec mon père un jour, on était à dîner et on avait un ami qui était un petit peu plus âgé que moi, un gars qui a monté son entreprise et qui vraiment a monté son entreprise tout seul, de rien, et qui venait prendre des conseils auprès de mon père, qui l'avait aidé à démarrer, etc. Et un gars qui a remarquablement bien réussi par ailleurs dans le monde du champagne. Et donc, il parlait de son truc, etc. Puis il me regarde, il me dit, alors et toi Valérie? Et moi je lui dis, moi, de toute façon, du genre, dans une très bonne école, donc de toute façon, moi je n'accepterais aucun travail en dessous, je sais plus quoi. Et là, je regarde mon père qui me regarde l'air complètement dépité en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour pareil, genre. Et là, moi je comprends pas, je me dis, il y avait un décalage. Et j'avais pas compris le décalage parce que, encore une fois, on vous explique à l'école, on s'auto-congratule, on va dire un petit peu quand même. Hein. C'est pas que nous, c'est aussi le corps professoral aussi, qui joue beaucoup. Ouais. Puis finalement, donc j'ai eu la chance de faire des stages qui étaient des super stages, etc., etc. Et puis l'un des stages que j'avais fait, on avait vraiment entretenu de très bonnes relations. Et quand j'ai fini l'école, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, maintenant tu viens travailler pour nous. Oh! Et là je me suis dit, wow. Mais attends, la vérité c'est que je sais pas faire grand chose. J'avais peur parce que je me suis dit, mais il y a un décalage monstre entre l'école et la vie réelle. Bien sûr. Mais la vérité c'est, mais qu'est-ce que je sais finalement? Qu'est-ce que je sais faire? Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour leur dire que je peux pas venir? Ah oui, toi tu voulais carrément fuir. Genre, encore une fois, on essaye de fuir. Comment je vais faire pour mettre la tête dans le sable maintenant? Non, mais franchement, c'est pathétique quand on y pense. Hein. Puis finalement, ça c'est une idée qui vous traverse l'esprit 5 secondes et demie parce que vous avez des doutes. Puis après, vous dites, allez, hop, j'arrive, j'y vais. Bien sûr. Et encore une fois, faut avoir beaucoup d'humilité parce que faut dire, je sais pas faire. Comment vous faites? Et ça, c'est quoi? Puis voilà. Donc en fait, il faut vraiment demander et puis c'est comme ça qu'on avance. Une question que je pose souvent à mes invités, c'est de savoir le sweet spot, l'endroit où on se sent bien.
Est-ce que tu peux me dire avec ce que tu fais aujourd'hui, en quoi tu te sens à ta place? Alors déjà, j'aime ce que je fais, ce qui est très important. Ouais. J'aime ce que je fais et c'est un challenge. Et j'adore les challenges parce que j'ai tendance à m'ennuyer un peu vite. Donc en fait, je trouve ça dur. Enfin, la créativité, pour moi, c'est facile. Ça va venir très vite. Mais en fait, la créativité, c'est 20%, si c'est 20%. Et le reste, 80%, c'est le business, c'est manager, c'est bien plus compliqué. Bien sûr. Et ça, encore une fois, dans nos écoles, en tous les cas, moi, j'ai pas fait l'école de commerce, j'ai fait une école créative, d'art. Oui. On parle pas d'argent, on parle pas du business, ça n'existe pas. Mais encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, je vois bien, quand j'ai des stagiaires qui viennent, mais ils ne connaissent rien au monde de l'entreprise. C'est hallucinant. Mais en même temps, est-ce que c'est la place de l'école? Alors, je pense qu'il faudrait un minimum, un tout petit minimum quand même, d'apprendre, des petites bases de business, même à l'école, au lycée, des bases de gérer son budget, ça paraît idiot. Ouais, rien que ça, ouais. Rien que ça, je veux dire, aujourd'hui, les Américains s'endettent de façon hallucinante. Des gamins s'embarquent dans des taux d'endettement complètement incontrôlés sur leurs études. On leur vend du mensonge, mais ils n'ont pas été formés avant. Et c'est un drame. C'est un drame. Il faudrait avoir une petite formation quand même de B.A.B.A., quoi. De B.A.B.A. de gérer ce qui rentre. Ouais, gestion de finances personnelles. Je trouve qu'on est plongé dans un abîme qui est assez compliqué. Mais en même temps, quand on a la passion, on apprend. On fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Au démarrage, j'étais pas bien calée sur mes chiffres, on va dire, et j'en ai fait des erreurs et j'ai appris et je sous-évaluais mon temps. Je me disais, pour faire tel projet, allez, ça va me prendre tant d'heures, ça va être validé. Et en fait, je me rendais compte que je mettais 3 fois plus de temps parce que votre client, il va vous reposer 4 fois la même question, qu'il va falloir s'adapter. Je mesurais complètement à côté. Donc en fait, la première chose que j'ai mis en place, ça a été vraiment des systèmes. Parce que les systèmes, c'est d'abord avoir un bon contrat, le contrat que vous avez avec vos clients, ça va être votre meilleur ami parce que c'est celui qui va vous protéger, surtout aux États-Unis, il faut avoir un bon contrat. Bien sûr. Et en même temps, avoir des systèmes dans votre business qui fait que les choses qui sont les plus enquiquinantes, ça devient une routine et un automatisme. Donc en fait, vous pouvez vous consacrer aux choses qui sont plus épanouissantes pour vous. Des principes de productivité que tu mets en place pour justement aller plus vite. Exactement. Et du coup, le sweet spot, il prend plus de place et on a plus de plaisir. Bien sûr. Mais en même temps, il y a tous les jours quelque chose de nouveau qui arrive, tous les jours quelque chose de nouveau auquel on adapte et on apprend tous les jours. Et c'est pour ça que je pense que moi, quand je suis venue d'une famille où on apprend sur le terrain, créer ma société, j'ai appris sur le terrain et c'est un truc qui marche bien pour moi. Et je pense que ça marche bien pour moi parce que je suis pas faite pour être derrière un banc d'école et faire des rédactions ou faire des plans. Mais après aussi, ce que tu dis, en tout cas sur tout ton parcours, ce que tu dis aussi, c'est le fait que quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher aussi. T'es curieux, t'essayes de comprendre les choses, etc. Oui, et puis les relations humaines, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus toutes les deux. Oui. C'est formidable. Je veux dire, on rencontre des gens virtuellement maintenant et on connecte avec des gens et on partage des choses et on avance et on s'échange des contacts et c'est ça qui est magnifique. Ouais, exactement. Donc là, Valérie, je vais passer sur les questions que j'appelle le tamis de Gatéméry. C'est un peu les questions usuelles que je pose à tous les invités. La première, c'est pendant toutes tes différentes transitions professionnelles, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as pu la surmonter? Je crois que c'est peut-être une reconnaissance. Je pense que vis-à-vis de mes enfants, parce que j'ai pris des risques quand même. Je suis partie avec mes 4 enfants sous le bras et je me suis dit, oulala, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc je me suis dit, je les embarque avec moi. Donc est-ce que c'est juste de le faire ou pas? Et en même temps, c'est pareil, je suis née dans une famille d'entrepreneurs, et je me suis dit, oui, ça réussit bien, est-ce que moi je vais être à la hauteur? Tout ça, c'est très émotionnel, et c'est normal, je m'épanouis dans le travail, si je puis dire. Oui. Et en fait, on peut conquérir toutes ces peurs, tout simplement en les assumant. Si on les enfuit, on n'avancera pas. Alors que si on assume ses peurs et qu'on est honnête avec soi-même, on fait des erreurs, et puis on avance, et puis voilà, quoi. Et la récompense est très belle. La récompense est très belle. Donc, faut pas s'arrêter. Ouais. Non, top. Est-ce que tu peux me partager un livre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi il t'a marqué? D'abord, j'aime bien lire des histoires vraies, des histoires d'entrepreneurs. Des biographies? Oui, j'aime bien ça, parce que j'ai lu un très bon bouquin. Enfin, c'est pas celui de mon préféré, mais j'ai lu le bouquin de comment Nike a été fondé par son fondateur. Phil Knight, ouais. L'art de la victoire. Ouais. Et là, c'est vraiment... Mais il est super bien écrit, Franchement, on est dedans, quoi. On est dedans, ouais. J'ai plein de livres que j'adore, mais des romans ou des choses comme ça. Mais un que j'ai bien aimé, parce qu'en fait, on se rend pas compte toujours. Donc, je suis à Épernay, il y a l'entreprise Moët & Chandon, qui aujourd'hui appartient au grand groupe LVMH. Ouais.
Moët-et-Chandon, je passais devant tous les jours pour aller à l'école, c'est une institution, etc. Mais je connaissais pas vraiment l'histoire derrière. Enfin, on entend parler, bien sûr, et j'ai lu un bouquin qui racontait la vie de Jean-Rémy Chandon. D'accord. En fait, comment cette entreprise, qui est aujourd'hui une entreprise extraordinaire, a traversé le démarrage entre les deux guerres, la guerre, etc., etc. Quand j'ai lu ce bouquin, il y a plein de bon sens. C'est vraiment, encore une fois, c'est pas des gens qui sont allés dans une école de commerce, etc. C'est que du bon sens, mais c'était très humain. Le rapport aux employés, le rapport aux difficultés, tout ça, c'était très humain. Il parle d'ailleurs, c'est la connexion entre Jean-Rémy Chandon et le délégué de la CGT, c'était assez rigolo parce qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils déjeunaient ensemble. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me souviens, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, mais c'est un bouquin qui devrait être donné dans toutes les écoles de commerce. Il s'appelle comment? Tu te souviens du titre? Je chercherai au pire. Pardon, pas Jean-Rémy Chandon. C'est Robert de Vogüé qui était au départ. Ok. Robert Jean de Vogüé, le quart d'heure d'avance de Moët-et-Chandon. Non, c'est pas Jean-Rémy Chandon-Moët, parce que Jean-Rémy Chandon-Moët, il est arrivé plus tard dans la dynastie. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. D'un point de vue marketing, d'un point de vue ressources humaines, gestion des problèmes, c'est fantastique. Génial. C'est un truc, et je pense aujourd'hui, alors c'est pas du tout de dénigrer les écoles de commerce parce que j'ai aucune expérience là-dessus, mais je pense qu'il serait bon de revenir justement sur des choses un petit peu plus terre à terre. Ouais. Non, mais intéressant. Je le note. Quand t'en parles bien, il a l'air intéressant. Ouais. Valérie, est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Do not procrastinate. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout à fait. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, je pense. J'ai pas envie de le faire parce que, ou bien j'aime pas ça, du genre l'accounting, faire les comptes, tout ça, oh là là, hein. Le rendez-vous avec mon comptable, ça me saoule. Faire rédiger cette chose, ça me saoule. Donc, en fait, on repousse à demain parce qu'on n'a pas envie de le faire. Ouais. Mais en fait, on fait pas bien quand on fait ça et ça n'avance pas ou on a peur de prendre un coup de téléphone. Et j'ai vécu ça plein de fois dernièrement où je me suis dit, bah tiens, je prends les devants, j'appelle, ce sera bien plus simple. Et puis finalement, on est étonné parce que les gens vous disent, écoutez, j'ai tel problème, comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Hop, on vous amène les solutions. Ouais. Et on se sent bien mieux. C'est ça. Donc, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Super. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Je crois que c'est à travers les rencontres que je fais, en fait. Alors, d'un point de vue très personnel, c'est de la lecture, des choses comme ça, parce que moi, j'adore connecter avec les gens, parce que ça nous ouvre tellement de portes qu'on n'imagine pas. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est le meilleur moyen d'avancer, c'est le rapport aux autres. C'est apprendre les autres. Et ça, c'est fascinant, quoi. Mmh. Parce que on sait vraiment pas de quoi demain est fait. C'est ça qui est génial. Enfin, moi, je veux dire, j'ai eu une vie où j'ai pas arrêté de changer de métier et qu'est-ce que sera demain, quoi. C'est ça, c'est génial. Et ça se fait par les rencontres. Tout à fait. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui te pousse à sauter du lit? Résoudre des problèmes. Et Dieu sait si j'en ai. Ouais. Parce qu'effectivement, on montait son entreprise et ensuite, là, je suis en train de monter une autre société. C'est le challenge. C'est pas régler des problèmes, c'est le challenge. Ouais. Pardon. C'est approprié comme réponse. C'est le challenge parce que, encore une fois, on avance et on tombe sur un nœud. Ah, comment on va le résoudre ce nœud? Et alors, c'est assez rigolo parce que j'ai jamais fait de puzzle. Ok? Ouais. Et là, pendant le confinement, il y a des moments, j'en pouvais plus d'avoir la tête dans mon ordinateur. Il fallait partager des choses avec les enfants aussi. On peut pas tout le temps être chacun dans sa chambre, etc., quoi. Et donc, on a commandé un puzzle de 1000 pièces, une vue de Paris de Chagall, d'ailleurs, ouais. avec la Tour Eiffel. Et je me prends en jeu parce qu'en fait, il faut résoudre un problème. Enfin, c'est super compliqué, un puzzle. Ouais, complètement. Il faut trouver une petite stratégie. Alors, je sais pas si c'est peut-être triché, on va me dire, mais je mets tous les côtés d'un côté, après je mets les mêmes couleurs, j'essaie. Et en fait, c'est les challenges. Moi, j'adore les challenges. C'est mon drive, enfin, c'est ça qui me fait avancer, quoi. C'est super. Top. Et quelle est la définition de la réussite pour toi? C'est le bien-être pour vous-même, le bien-être pour les gens qui travaillent avec vous, le bien-être des gens qui vous sont chers autour de vous. Il n'y a aucune réussite qui peut justifier des sacrifices. En général, c'est vrai que la réussite demande beaucoup de travail, mais il faut prendre tout en considération. Et je pense que ça, c'est important. Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou quelque chose qu'on n'a pas dit, qui te tient à cœur ou un conseil que tu aimerais donner aux auditeurs? On a tous des doutes. Moi, quand les gens me disent « t'as une confiance énorme », vous partagez pas un oreiller avec moi. Moi, je me tourne sur mon oreiller, je sais pas combien de fois, en me disant « oh là, enfin bon, est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que non, et c'est normal. Puis il faut encore une fois faire confiance à son instinct. Moi, je crois que c'est la meilleure des choses. Si vous êtes pas bien là où vous êtes, ou si votre corps vous dit stop, j'en peux plus, c'est un signe. Il faut l'écouter.
Et aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on a des podcasts. Moi, j'adore les podcasts. C'est vraiment quelque chose que je trouve ça vraiment. On a aujourd'hui un moyen d'apprendre avec les autres, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette détresse ou dans ce moment difficile. Et par exemple, je l'ai vécu quand mes enfants ont développé leur maladie rare. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Enfin, c'était tout début d'Internet. J'aurais aimé avoir Internet parce que j'aurais aimé pouvoir échanger avec les gens, parce que on est tous pareils, il faut pas rêver, on a tous les mêmes angoisses. Il y a des gens qui vont prendre différents chemins pour réussir à dépasser tout ça, mais en même temps, on est là pour s'entraider, donc on est tous dans le même bateau. Oui. C'est comme quand on s'est rencontrés, t'étais dans une phase où t'avais des questions à poser, tu m'as contacté, j'ai dit pas de problème, on a passé 1 heure toutes les deux à bavarder. C'est ça. Alors qu'on s'était jamais rencontrés auparavant. Et merci encore, c'était génial. Ouais. On est tous dans le même bateau. Et donc, il faut pas hésiter à s'écouter soi-même, à écouter son corps, à écouter son cœur, à écouter ses intuitions. Et puis, il faut pas hésiter à parler avec des gens, parce que c'est comme ça qu'on avance. Bien sûr. Et Valérie, si les auditeurs veulent te joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, sur mon adresse email, qui est donc valérie@valérielegras.com. Et sinon, je suis sur Instagram aussi à Valérie Legras Atelier. Donc, on peut faire les messages, voilà. Bah, je mettrai tout ça de toute façon en note de l'épisode. C'est vrai, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. Bah oui, c'est ça. Moi, je t'ai contacté, tu m'as passé ton WhatsApp et on a discuté. Et moi, j'ai adoré ton énergie et c'était top, quoi. Ouais, c'est ça, c'est gentil. Non, mais on est tous dans le même bateau. Et donc, comme j'ai toujours dit, chaque enfant a une chance de réussir. Mais encore heureux, chaque adulte a une chance de réussir. Et on n'est pas enfermé dans des boîtes. Si vous sentez que vous êtes dans une boîte et que vous sentez que la vie vous a amené dans une boîte qui est pas forcément ce qui vous correspond aujourd'hui, bah, faut pas rester dans la boîte. Parce que si j'avais laissé mon fils dans la boîte qui lui correspondait pas, il aurait pas pu réussir aujourd'hui. Si moi j'étais restée dans une boîte qui me correspondait pas, bah, j'aurais peut-être pas pu devenir la maman que je suis devenue parce que je suis plus épanouie aujourd'hui ou des choses comme ça. Donc en fait, faut tout prendre. Tout à fait. Non, c'est super. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Grand plaisir. Merci Inger. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Et bravo pour le podcast, hein, c'est super. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site internet. Si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me proposer d'autres invités ou juste me dire un mot sympa, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, sur le pseudo @gatemery. Ou sur le site internet www.gatemery.com. Je serai ravie de vous lire. Dernière chose, très très importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple? Ça permet aux autres de découvrir le podcast plus facilement. Et si vous n'avez pas iTunes, pas de problème, partagez le podcast à 2-3 amis, peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.